Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on va, être en compagnie, que de moi pour un nouveau concept d'épisode. Je pensais faire, à chaque fin de mois, un peu le bilan des révélations que j'ai eues, durant le mois, un peu, confession, intime, de mes révélations et je me dis qu'en fait, ça peut être intéressant parce que vous, ça peut vous pousser à faire aussi le bilan de votre mois, de vos semaines, voire, votre évolution à la fin de l'année, hein, sur les 12 mois de l'année et puis, je me dis que les révélations que je peux avoir, peut-être que certains les ont déjà eues, peut-être que ça peut faire, écho chez certains d'entre vous. Donc je me dis: «Pourquoi pas partager ça?» C'est un exercice pas facile parce que ça demande de faire preuve de vulnérabilité devant vous et face au micro, chose que j'ai du mal à faire et donc je me dis d'autant plus que ça pourrait être un exercice intéressant pour ce point de vue-là. Donc n'hésitez pas à me dire à la fin ce que vous avez pensé du podcast, me faire des retours. Est-ce que c'était bien? Est-ce que le concept vous plaît? Est-ce que ça vous pensez que vous n'aimez pas le concept? Enfin, je sais pas. Surtout vraiment n'hésitez pas à me le dire, laisser un commentaire, un petit j'aime ou ce genre de choses-là ou un petit message, ça fait toujours plaisir et puis voilà. J'ai réalisé plusieurs choses ce mois-ci, choses sur lesquelles je vais revenir, de manière, succincte à chaque fois. Je dirais que j'ai compris 7 choses essentielles. Ça, c'est 7 choses que j'ai constatées, durant mon mois de janvier. Vous me direz, c'est beaucoup de constats, c'est vrai. Je suis dans une phase, je vous l'avais dit, hein, dans mon dernier podcast, mais je cherche à me remettre en question, je cherche à être alignée avec véritablement qui je suis, je cherche à me trouver et donc forcément, j'essaye d'interpréter un peu, les choses qui m'arrivent dans la vie, de ne plus être spectatrice, mais bien actrice et me rendre compte des choses et me rendre responsable de ma vie, d'où, les constats qui surviennent parfois, de manière assez nombreuse. Sur la première chose, sur le fait qu'on a besoin de personne pour être heureux, moi je l'ai réalisé en partant en week-end, à Paris, parce que, j'ai peut-être que pour beaucoup c'est pas grand-chose, mais bon je fais preuve d'honnêteté avec vous, mais voilà, j'ai dû me débrouiller un peu seule à un moment donné sur Paris et ça m'a juste fait prendre conscience que j'avais besoin de personne et il y a un moment donné où je me baladais sur les quais de la Seine et pour aller au musée d'Orsay. J'avais ma petite musique de playlist française avec du Édith Piaf, ce genre de choses, du Charles Aznavour et en fait, à ce moment-là, je l'ai ressenti véritablement. J'étais pleinement heureuse et je me suis dit: «Là, s'il y avait eu quelqu'un d'autre lambda à côté de moi, un copain», ou moi, c'est plus la problématique amoureuse, vous l'avez compris, mais s'il y avait eu un copain à côté de moi, je sais pas si j'aurais été aussi heureuse que là, je l'étais. Là, j'étais vraiment pleinement heureuse moi-même, je faisais ce que je voulais, je prenais le temps que je voulais, j'admirais le paysage toute seule avec ma musique et vraiment je romantisais ma vie, mais j'adorais ce moment-là. Parce que parfois ça m'est arrivé de partir, en week-end ou de balade ou en voyage avec, un partenaire et puis, être super enjouée, être super heureuse, me dire: «Waouh, c'est trop bien, c'est incroyable, c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est incroyable» et me rendre compte que, la personne avec qui j'étais peut-être avait moins d'engouement ou de montrait moins ou je sais pas. Il y avait pas ce même truc et ça peut parfois en fait, vous freiner dans votre énergie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et du coup, à ce moment-là, je me souviens à l'époque, je m'étais dit: «Bah, ouais, c'est pas cool». Et là, je me dis: «Là, j'étais seule, là, il y avait personne pour me freiner, il y avait personne pour casser mon engouement», je faisais ce que je voulais. Dans le musée d'Orsay, voilà, je mettais le temps à me balader, je pouvais rester, vraiment, je suis littéralement restée, une fois une demi heure devant une toile, toute seule à juste l'admirer avec mes pensées, admirer la toile et cetera et je me dis: «S'il y avait eu quelqu'un, j'aurais peut-être pas pu rester 30 minutes à admirer cette toile seule, j'aurais peut-être pas pu me balader comme je l'ai fait, passer plus vite devant certaines toiles que j'aimais peut-être un peu moins, ou dont le style me parlait moins», ce genre de choses et en fait, j'ai réalisé que j'avais besoin de personne pour être heureuse et s'il y a quelque chose que je veux que vous réalisiez aussi, c'est que vous avez vraiment besoin d'être personne pour être heureux et si vous avez de mal à le comprendre et à vous l'inculquer, comme ça a pu être le cas pour moi, je vous conseille de faire ce genre de choses-là, de vous retrouver seul avec vous-même, de vous faire des petits dates. Moi, j'aime dire ça, mais c'est vrai, c'est important. C'est vraiment important de réaliser qu'on a besoin de personne parce que c'est important pour vous aimer beaucoup plus, mais c'est aussi important le jour où vous voudrez être dans une relation parce que du coup, vous serez avec une personne, non pas par besoin, pour combler quelque chose, mais vraiment parce que, ça apporte un plus dans votre vie, mais c'est pas là pour combler quelque chose. Parce que ça, vous l'avez comblé par vous-même. Si vous ressentez un vide en vous, il faut que vous preniez conscience que la seule personne qui pourra combler ce vide-là, c'est vous-même et on a du mal à le réaliser. On veut, combler ce vide par la présence des autres, par la présence d'amis, de copains, de distractions, je sais pas, d'addiction parfois aussi, hein. Ceux qui sont victimes de dépendance affective parfois ont tendance à être, addict au sport, à l'alcool ou à je sais pas, à la cigarette, ce genre de choses. Enfin, c'est en psychologie, c'est quelque chose d'assez connu. Donc voilà, essayez de combler ce vide par vous-même et je vous conseillerais de faire des petits dates avec vous-même et moi, là, en l'occurrence, c'était Paris et ça m'a permis de renouer aussi avec,
Bah, moi, tout simplement, voilà. Je suis une enfant quand même, enfin, je veux dire, j'ai une faculté et je suis heureuse de l'avoir encore, de pouvoir m'émerveiller devant les choses simples de la vie et ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire de manière seule, sans être freinée par, quelqu'un ou par des gens qui ont peut-être un peu moins cet engouement-là ou qui ont parfois aussi, l'envie toxique de vous, priver dans votre bonheur et et dans votre contemplation des choses, simples finalement de la vie parce que ces gens en sont incapables ou parce que ça les dérange. Quelles qu'en soient les raisons, là au moins il y avait personne et donc c'était tant mieux. Puis après ça m'a permis de renouer aussi avec, des choses, importantes, de ma vie. Peut-être que j'en ferai un podcast. Pour l'instant, j'en ai pas le besoin, mais en tout cas voilà. Donc premier conseil que je peux vous donner et qui fait écho au bilan de mon mois de janvier, c'est de passer du temps seul. Apprenez à vous aimer en passant du temps seul, sans distraction, sans téléphone, sans tout le temps répondre à une notification, sans être sans cesse connecté aux gens. Soyez plutôt connecté à vous-même avant d'être connecté aux autres. C'est très important d'être connecté aux autres, d'avoir des amis, une vie sociale. Je suis pas du tout en train de dire le contraire, mais c'est aussi important d'être ancré avec soi-même. Il faut pas l'oublier ça. La deuxième chose du coup que j'ai constaté aussi sur ce mois de janvier, bah, c'est, je l'ai dit, de s'éloigner des personnes toxiques et de préserver son énergie. J'ai fait le constat, un petit peu douloureux, mais que parfois j'avais tendance en fait non, j'ai toujours eu depuis toujours, des relations assez toxiques avec, des gens, des partenaires en l'occurrence, des copains. Alors je dis pas que moi je ne l'étais pas, j'ai eu des comportements très toxiques moi aussi dans mes relations. C'est pour ça que je travaille sur moi et cetera parce que je ne veux plus de ça dans mes relations, je ne veux plus être quelqu'un de toxique. Mais je sais que j'ai cautionné des comportements qui l'étaient aussi. Et parfois, j'avais même, des amitiés ou des relations avec des gens où je pensais qu'elles étaient saines et finalement je me suis rendu compte là depuis peu qu'elles étaient toxiques. Et c'est un constat compliqué quand vous pensez qu'une amitié est saine, vous pensez que c'est quelque chose de sain, vous vous dites: «Ah, j'ai enfin rencontré quelque chose de stable, de positif» et finalement c'est toxique. Et en lisant un livre, bah, le livre s'intitule, «Ces femmes qui aiment trop», il est dit que souvent quand on commence à travailler sur soi-même, on se rend compte que parfois, des relations qu'on «idolâtrait» entre guillemets, qu'on idéalisait, qu'on pensait saines, finalement s'avèrent être toxiques et qu'on s'en rend compte lorsqu'on change et qu'on travaille sur soi et que parfois, bah, du coup, souvent même, ça met un terme à la relation, à l'amitié ou à la relation professionnelle, enfin quel que soit le type de relation. Et c'est normal, c'est OK. C'est parfois douloureux, mais il faut préserver son énergie. Il faut pas chercher à changer l'autre parce que l'autre est tel qu'il est et l'autre a des comportements toxiques parce qu'il a ses propres blessures, parfois de manière inconsciente. C'est pas forcément conscient ou parfois c'est aussi conscient. Mais il faut faire le choix de ne pas cautionner ça et parfois, la seule manière de ne plus cautionner ça quand la personne en face de vous ne veut pas se rendre compte des choses ou n'est pas ouverte au dialogue, c'est de s'éloigner. C'est de s'éloigner et quand bien même ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 1 an, 6 mois que vous connaissez la personne et quand bien même vous aimez cette personne, que ce soit d'amitié, d'amour ou de tout autre type de relation, familiale aussi, il faut s'éloigner. Il faut préserver son énergie. Il y a rien de plus important que de préserver son énergie. Je sais que moi, pendant très longtemps, durant ma vie, j'étais vachement dans le, «combat» entre guillemets de, avoir raison, de prouver mon point de vue, d'essayer de changer les autres. Moi, j'avais énormément le syndrome du sauveur, hem et depuis, ouais, depuis quelques mois maintenant, je me dis, que tous les combats ne sont pas bons à mener. C'est vraiment quelque chose que je crois aujourd'hui. Tous les combats ne sont pas bons à mener. Par contre, le seul combat qui mérite d'être mené chaque jour de ma vie, c'est de préserver mon énergie. Il y a, des gens pour qui je me battrai, il y a des causes pour lesquelles je me battrai si j'estime qu'elles sont saines et qu'elles méritent, mon énergie. Par contre, je ne perdrai plus mon temps à, batailler contre des gens qui sont toxiques et qui, continuent dans leur, schéma, malgré que je les ai peut-être alertés ou que j'ai eu une discussion avec eux. Les gens ne souhaitent pas toujours changer, c'est pas à nous de les changer. Par contre, nous, notre responsabilité, c'est de ne pas accepter ça si ça nous fait du mal, si ça nous fait perdre de l'énergie, si ça nous fait perdre du temps. Donc voilà, s'éloigner des gens parfois toxiques. Ça fait du bien, c'est douloureux, mais ça fait du bien aussi. Parce qu'on se rend compte, en fait, en s'éloignant de ça, que on est plus aligné avec soi-même. On pose ses propres limites. Moi, j'ai toujours pensé que dans mes relations, du fait de mon caractère assez, fort, mais parfois un petit peu compliqué, je dirais, et bah, je posais mes limites et en fait, je me suis rendu compte que non, clairement pas. Parce que si je les posais au début de la relation, il y a un moment dans la relation où, j'étais plus indulgente sur des choses qui pourtant étaient pour moi fondamentales et donc du coup, petit à petit, mes frontières s'effritait peu à peu et finalement mes limites n'étaient plus respectées. Et quand on réapprend à s'affirmer, et ça va aussi avec le fait d'apprendre qu'on a besoin de personne pour être heureux, constat que je vous ai dit juste avant, bah, quand on se rend compte qu'on a besoin de personne pour être heureux, et bah, on n'a plus de difficulté à imposer ses limites
et à ne plus y déroger. Il y a des choses pour lesquelles je dérogerais dans ma vie. Je suis quand même enfin, je peux être souple et cetera. Mais il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles je ne dérogerai plus. Ça en fait partie, ne plus perdre mon énergie avec des personnes toxiques. Voilà. Donc posez-vous des questions. Est-ce que votre entourage est 100 sain? Est-ce que, parfois, vous respectez pas vos limites? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour respecter vos limites qui pour vous sont complètement essentielles finalement? Donc je fais ces constats-là, je pense en 2 semaines à peu près et puis un jour, je me retrouve à la gare et il y a quelqu'un, qui se met à côté de moi et cetera, qui avait plus de batterie, enfin vraiment les circonstances, je devais pas être là à tel moment, à tel endroit. Voilà, en résumé. Et je me trouve à parler avec, une personne et cetera et en fait cette personne, je crois vachement au fait que les gens sont le miroir de nous-mêmes, qu'on apprend énormément dans la relation avec les autres, dans les discussions avec les autres et cette personne-là en fait, juste, j'avais l'impression que ça faisait très longtemps que je la connaissais. C'était quelqu'un de très, très gentille et on a eu des discussions, sur l'amour de soi, le fait d'aimer sa propre compagnie, la solitude et cetera. J'en passe parce que le but n'est pas de raconter, cette rencontre, mais juste de vous exprimer ce que ça m'a fait ressentir et à ce moment-là, je me suis dit ouais, en fait, la vie t'emmène des gens qui sont plus alignés avec toi-même. On dit souvent qu'on attire ce qu'on est et je pense que la vie a voulu me manifester ça. Après moi, je crois énormément dans les signes. Hem, D'ailleurs, s'il y en a qui sont comme ça, je vous conseille un livre, L'Alchimiste de Paul Coelho. Et donc du coup, moi, j'ai voulu, en tout cas, j'ai fait le choix conscient de l'interpréter comme étant un signe et de me dire qu'en fait, la vie, elle me «récompensait» entre guillemets du travail que je faisais sur moi-même en, m'amenant des gens qui étaient plus alignés avec moi-même, plus sains aussi et je crois au fait que plus on travaille sur soi, plus on devient sain, plus on attire des relations qui sont plus saines et plus, vous savez, c'est un cercle vertueux et à contrario, plus on est toxique, plus on attire des gens qui sont toxiques, plus ça réveille nos blessures et cetera et ça peut être aussi un cercle vicieux. Donc voilà, faut avoir confiance en ça et il faut se rendre compte que, bah, forcément, plus on va travailler sur soi, plus on va avoir des gens différents qui vont arriver dans notre vie, mais qui vont être plus alignés avec nous-mêmes. Autre constat que j'ai fait, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je viens d'y penser. Pendant très longtemps, alors ça c'est plus personnel, mais donc je suis en études de droit, je me suis énormément intéressée à la politique depuis que j'ai 8 ans, et donc du coup, je me suis énormément cherchée en politique. Enfin, de mon collège à mon lycée, j'avais des convictions qui étaient très fortes, plus en faveur d'un certain parti et après je me suis un peu cherchée en fac de droit, autour de quelles étaient les idées politiques, quelles étaient mes propres convictions. Je me suis un peu perdue et depuis peu, je me retrouve et je me retrouve dans des convictions qui sont plus alignées avec moi-même. Convictions que j'avais un petit peu oubliées, ces derniers temps et ça me fait du bien et ça fait du bien de me reconnecter à ça aussi parce que je côtoie des gens qui sont beaucoup plus alignés vis-à-vis de mes valeurs profondes finalement que j'avais un petit peu oubliées et je fais participe à des événements qui me font rencontrer encore des gens dans cette, ligne de conduite-là. Et ce que je veux dire, c'est que quand on apprend à se connaître véritablement et à être aligné avec soi-même, on a un sentiment de se reconnecter à soi qui est incroyable. J'ai l'impression que j'étais une personne un peu, qui avait plein de facettes, plein de masques et cetera et que j'arrivais plus à savoir qui j'étais véritablement sous tous ces masques, cette mascarade et que finalement là, j'arrive à me reconnecter à moi-même. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de changements profonds qui se déroulent de manière successive tout le temps. C'est très fatigant, ça bouge tout le temps, ça pense tout le temps. Mais d'un côté, c'est hyper libérateur parce que j'ai l'impression d'aller vers moi-même. J'ai l'impression de me retrouver. Et ça, c'est incroyable. Si je peux vous conseiller une chose, c'est essayer de vous retrouver parce qu'il y a rien de plus beau, finalement. Je pensais que se cacher derrière les masques, ça allait me permettre de me protéger, ça allait me permettre de ne pas souffrir. En fait, c'est complètement faux. Finalement, on souffre plus parce qu'on est dans des relations avec des gens qui sont pas alignés avec notre nous profond. On croit des choses qui ne sont pas alignées avec notre nous profond. Toute notre vie n'est qu'une mascarade, finalement. Il n'y a pas que nos masques parce que pour se protéger, finalement, on vit une vie qui n'est pas la nôtre. L'autre chose que j'ai compris, alors il faut savoir que moi, j'ai eu tendance dans toute ma vie, du fait de mes blessures émotionnelles, à essayer de prouver ma valeur sans cesse, que ce soit auprès d'amitié, auprès de relations professionnelles et auprès de relations amoureuses ou dans la phase de séduction, enfin tout ce que vous voulez. J'ai toujours voulu prouver ma valeur, je vais vous en parler parce que mon mon podcast s'intitule «Et si on était honnête?» donc je vais être honnête et faire preuve d'une extrêmement grande vulnérabilité. J'ai jamais parlé de cet événement-là, mais c'est un événement assez traumatique, dans ma vie. Traumatique parce que, du coup, c'est quelque chose qui me revient depuis tant d'années alors que c'est quelque chose du collège, donc à partir de ce moment-là, c'est traumatique, quel qu'en soit le traumatisme, même si c'est pas grand-chose, si c'est quelque chose qui vous revient de manière récurrente, vous pouvez le banaliser en étant un traumatisme. Voilà. Moi, j'étais, au collège
Et je me souviens d'un événement où, souvent, vous savez, au collège, les garçons sont un peu comme ça et les filles d'ailleurs un peu pestent là-dessus. Oui, notez les filles, dans les critères de beauté et cetera et et donc les garçons forcément notent les filles sur les critères de beauté et donc souvent voilà, je pense que j'apprends rien sur ce qu'est le collège et du coup souvent moi, j'étais, je sais pas, dans les dernières ou avant-dernières. C'est extrêmement dur, hein, d'en parler, hein, je vous le dis, mais et donc, un jour, je me souviens, il y avait eu, des filles qui étaient venues voir mes copines, enfin, on appelle ça des copines au collège, mais bon voilà, qui étaient venues, avec une bande de garçons et qui avaient dit: «Ouais, bah, notez, les filles du groupe, gna 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 gna» et moi, je me souviens que je m'étais retrouvée dans les dernières avec une autre fille et événement lambda, vous me direz, hein. Sauf que cet événement-là, moi, à l'époque, je réalisais pas qu'il était traumatique, mais c'est quelque chose qui me revient souvent. Je me rappelle de la scène exacte où c'était et cetera, alors que ça fait quand même près de 10 ans, en fait, le truc. Heu, je me souviens à ce moment-là que qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que j'avais pas de valeur, je me suis dit que je méritais pas d'être aimée, je me suis dit que j'étais moche, que j'étais pas gentille, que jamais personne ne m'aimerait en fait, finalement, jamais personne ne se battrait pour moi et je pense que ma peur d'être seule est venue de là. Je pense qu'initialement je l'avais pas, sauf que du fait qu'on me rejette et cetera, du fait aussi avec le primaire où j'étais vachement moquée avec mes lunettes et cetera, du collège où tu avais l'impression de valoir qu'il fallait que tu prouves que tu étais belle, que tu prouves qu'un garçon pouvait t'aimer, que tu prouves que tu n'étais pas bizarre en fait et bah, j'ai cru que je devais sans cesse prouver que je valais le coup. Et je pense que c'est quelque chose, je suis presque sûre, en tout cas c'est quelque chose que je crois aujourd'hui, que à partir de ces événements-là de ma vie, j'ai toujours cherché à prouver ma valeur, que ce soit quand j'étais dans la phase de séduction avec les gens, d'où le fait que j'avais le syndrome du sauveur, d'où le fait que, je suis vachement une fille qui essaie d'accomplir beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Pendant très longtemps, je ma vie était tout le temps rythmée, je faisais plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que pour moi, pour quelqu'un m'aime, vu que cette personne ne pourrait pas m'aimer pour ce que je suis véritablement, moi en tant qu'être humain, juste moi, l'être et non, ce que je fais, bah, je me suis dit: «Comme les personnes ne pourront pas m'aimer pour ce que je suis, il faut que je fasse des choses parce que ces gens m'aimeront pour toutes les actions que je fais» et donc je suis rentrée dans le cercle vicieux de faire toujours plein de trucs, tout le temps, jusqu'à ce que ça me fatigue vraiment et qu'émotionnellement mon et que mon corps me lâche. Mais voilà, je me suis dit: «Il faut que je fasse, que je fasse, que je fasse, que je fasse» parce que ça prouve ma valeur. Et c'est quelque chose que j'ai constaté, depuis le mois d'août, donc j'ai commencé à arrêter de le faire, être plus dans le être que dans le faire et sauf que c'est quand même un schéma répétitif que j'ai depuis quelques années, depuis 10 ans à peu près. Donc c'est difficile de mettre fin à un schéma répétitif. Il faut se rendre compte que même si je vous tiens des discours au micro, c'est difficile dans la pratique et bah, je me suis rendu compte que parfois je le refaisais. Mais ça soit pas forcément dans des relations amoureuses, hein, ou de drague ou quoi, même dans les relations amicales. Essayer de prouver sa valeur, essayer de se dire: «Regardez moi ce que je fais, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Regardez-moi, je mérite d'être aimée finalement. Regardez ce que je fais, regardez quelle femme je suis, regardez les accomplissements que je fais» et en fait, quand j'ai réalisé que j'étais toujours dans ce schéma-là de prouver ma valeur, encore aujourd'hui, je l'ai réalisé rapidement, beaucoup plus rapidement, voilà, parce que j'ai identifié ça, parce que j'écris souvent les déroulés de ma journée et que je réalise les choses, que je me questionne. Quand j'ai réalisé ça, bah, je l'ai stoppé, je me suis rendu compte de ce que c'était, j'ai creusé pour savoir où c'était, donc là, ça m'a ramené à ça et puis je l'ai accepté parce que en fait, quand on se rend compte de ça, il faut pas être sévère avec soi-même. C'est difficile de mettre fin à un schéma répétitif, mais c'est OK de replonger des fois. Le principal, c'est de s'en rendre compte. Et là, moi, aujourd'hui, je suis très fière et je suis fière de vous le dire devant ce micro-là que j'ai réussi à m'en rendre compte très rapidement, que je retournais là-dedans, à mettre fin à ça. Et je pense que dans mon année, il y aura encore des fois où ça va revenir, il y aura encore des fois où je vais le stopper et je vais me rendre compte. Mais en tout cas, une chose en est, je m'en suis rendu compte. Parce que ce que ça m'a amené, ces genres de choses dans ma vie, c'est à me mettre dans des relations avec des gens qui, on n'avait rien à faire ensemble, très clairement. Mais je voulais me mettre dans ces relations-là pour prouver que je méritais d'être aimée, pour prouver qu'un garçon pouvait m'aimer, pour prouver que voilà, j'allais pas finir seule, que j'étais pas une vieille fille et que j'étais pas bizarre. Là, je suis contente de m'être arrêtée avant, de rentrer dans des relations toxiques, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, amoureuses. Vraiment, quand je dis relations, c'est un agglomérat de tous les types de relations. Faut pas l'identifier à un type de relation. Mais le fait de me rendre compte, bah, du coup, je me suis dit: «OK, non, Malice, tu rien à prouver. En fait, tu es toi. Tu es toi et tu auras beau faire un milliard de trucs, ça ne te donnera pas plus de valeur pour la mauvaise personne. Voilà, les gens qui mériteront d'être dans ta vie se rendront compte que juste toi, en tant qu'individu, ça suffit. Donc si je peux vous dire un conseil, vous, en tant qu'individu, ça suffit et répétez-le vous. C'est peut-être débile, mais moi, je sais que c'est quelque chose parce que c'est quelque chose d'ancré que je me répète souvent. Je me dis souvent: «Tu es suffisante, tu es suffisante». Répétez-le vous, vous êtes suffisant. Ensuite sur, le fait, que j'ai dû affronter mes démons, je l'ai dit, j'ai pendant très longtemps été dans des relations amoureuses, très peu de fois célibataire,
par peur d'être seule, ça en fait, je sais pas si vous voyez un peu le lien qu'il y a à chaque fois, mais tout ce que je vous dis, on revient toujours à la même problématique, la peur d'être seule, la peur de la solitude, de ne pas être aimé et cetera. De devoir prouver sa valeur parce que être seule, ça veut dire que je fais pas quelque chose. Je suis pas dans une relation. C'est-à-dire que là, je suis juste moi-même. Moi, en entité seule, qui vit seule. Sauf que personne ne sait que j'existe, personne ne m'aime. Quelle est ma raison d'être finalement? Vous voyez les questionnements qu'il y a en soi? Et donc du coup, bah, le fait de me retrouver seule là depuis quelque temps quand même maintenant, 6 7 mois, hem, ça me fait que des fois j'ai des moments de tristesse où je me dis: «Mais je suis seule, quelle est pourquoi je vis?» entre guillemets, quelle est ma raison d'être? Surtout d'autant plus qu'on approche dans des fêtes, bah, il y a la Saint-Valentin, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours fêté la Saint-Valentin en couple pendant très longtemps, donc être seule, comme ça dans ces moments-là, des fois c'est dur. Manque d'affection, ce genre de choses, je l'affronte. Voilà, il y a des phases, des soirs où c'est difficile, il y a des soirs où je me dis: «OK, c'est pas grave, c'est pas ça fait pas de toi bizarre, c'est juste que, tu es toi, tu prends ton temps, tu te consacres à toi-même» et hem et dans ces moments-là et si ça peut vous aider, moi je sais que j'essaie de faire des choses que j'aime bien. Je lis, je bois un petit thé, je rentre chez moi, je me balade, je romantise un peu ma vie, j'essaye de m'emmener dans un café, boire un petit café, dans les librairies, faire ce genre de choses, voir des amis, hem, mais j'essaye aussi d'affronter cette solitude-là. J'essaie pas de la fuir comme je l'ai fait pendant tant d'années à, sortir tout le temps, être tout le temps sur mon téléphone, parler à des garçons, parler à des inconnus, enfin voilà ce genre de choses-là. Non, je cherche pas du tout à faire ça. Je cherche juste à, accepter l'émotion, donc ça me pousse à l'écrire, parce que moi je passe beaucoup par l'écriture, à y faire face, à parfois être triste le soir, ou la journée, mais à me dire que ma solitude ne conditionne pas qui je suis et que cette solitude va me permettre d'aller plus vers le qui je suis véritablement. Réfléchissez bien à ça. Est-ce que parfois c'est pas mieux d'être seule que mal accompagnée? Alors je sais que cette phrase fait cliché, peut-être qu'elle en fera sourire certains, mais quand on y réfléchit bien, quand on a peur d'être seul, on se met dans n'importe quel type de relation. On choisit pas nos partenaires puisqu'on se laisse choisir et qu'une fois qu'on est choisi, eh ben, on va dans la relation parce qu'on veut pas être seul, parce qu'on veut que quelqu'un comble quelque chose chez nous. Sauf que souvent dans la relation, ça se passe pas toujours très bien. Il y a un moment donné où ça se passe pas très bien puisqu'on attend de l'autre qui comble quelque chose qu'il ne peut pas combler. Et donc du coup, ça va se matérialiser par plein de choses. Des petites crises, des petits trucs inutiles. On pense que ça n'a pas de lien avec ce vide qu'on ressent au fond de nous-mêmes, sauf qu'en réalité si. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on a des attentes vis-à-vis de nos partenaires qui ne sont pas saines, qui polluent et qui détruisent la relation. Parce que ça fait porter une responsabilité sur l'autre qu'il n'a pas à porter, l'autre n'a pas à nous sauver, l'autre n'a pas à nous combler, l'autre est juste là pour nous apporter du plus et nous on est là pour lui apporter du plus, on n'est pas là pour faire autre chose. C'est que du plus. Enfin moi j'ai cette vision que chacun s'apporte un plus et qu'on n'est pas là pour, faire qu'un et ce genre de choses-là. Donc réfléchissez bien et quel type de relation vous voulez dans le futur, quel type de relation vous voulez avec vous-même aussi. Et parfois, pour aller vers ce que vous voulez, bah, il faut passer par ces moments de solitude qui sont parfois assez délicats, mais qui sont pourtant nécessaires. Et le dernier constat, c'est se rendre compte du coup que la mort et la maladie sont toujours là. Forcément, on s'en rend compte quand il y a des décès dans notre entourage ou quand il y a des gens qui sont malades dans nos entourages. C'est pas un sujet dont je vais beaucoup développer à ce micro-là parce que c'est encore un sujet dans lequel pour moi c'est assez délicat. Heu et déjà, je trouve que je fais preuve de beaucoup de vulnérabilité. Alors, soyez indulgents avec moi de ne pas aller totalement au bout parce qu'il y a des choses dans lesquelles les matérialiser auprès d'un micro, sont parfois douloureuses et dont je n'aime pas trop, évoquer le fait. Donc voilà, mais se rendre compte de ça, ça nous permet de se rendre compte aussi que de notre propre vie, que la vie passe, que le temps passe et que parfois, on se prend vraiment la tête pour des choses futiles et que finalement, bah, on a de la chance d'être là. Et c'est pourtant quelque chose que tout le monde sait, mais c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps, dans la journée. Vous savez, on vit de manière, machinale, systématique. Je veux dire, on se lève, on a nos routines, voilà. Et on oublie en fait qu'on vit, tout simplement. En fait, on oublie ça. On oublie qu'on a de la chance d'être dans ce bar, qu'on a de la chance d'être avec ses amis, qu'on a de la chance d'être dans ce musée, dans cette famille, en train de faire ses cours, j'en sais rien. On a la chance de faire ce qu'on fait parce qu'on vit. Ça, on l'oublie. On s'endort en pensant être là le lendemain et on se lève le matin en pensant être là le soir et puis ça se trouve non. Voilà. Alors peut-être que ça vous fera réaliser ça, une fraction de seconde
et puis on repartira dans le tumulte de nos vies et puis je pense que c'est le propre de la vie aussi, hein, ne pas se rendre compte qu'on vit tous les jours parce que si, sinon imaginez la pression qu'on a de se rendre compte qu'on vit et qu'on peut mourir. Si on se dit ça tous les jours, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais en tout cas parfois je trouve que c'est bien aussi de le réaliser. Malheureusement, on le réalise toujours dans des conditions assez tragiques, je trouve. La dernière chose, bah, c'est de moi, je me suis rendu compte que j'avais pas toujours été là pour les bonnes personnes. Je vous l'ai dit, j'ai énormément le syndrome du sauveur. J'ai eu énormément. Je pense que je l'ai toujours un peu, mais j'essaie de faire attention. J'ai eu le syndrome du sauveur avec des gens qui ne le méritaient pas, très clairement. Pendant des années, au collège, au lycée surtout, j'étais dans des relations amoureuses où je jouais un peu le rôle de la maman ou de la psy ou ce genre de choses. Ce n'était pas mon rôle, je n'avais pas à le faire et du coup, j'ai donné toute mon énergie là-dedans. J'ai donné toute mon énergie dans le fait de sauver l'autre, de prouver que je méritais d'être aimée, ce genre de choses. Ce qui fait que je suis passée plutôt à côté des combats qui valaient vraiment le coup. Je suis passée à côté de soutien que j'aurais pu donner à des gens qui le méritaient. Hem, c'est délicat, hein, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour moi, de réaliser ça, là. Surtout certaines réalités qui font mal, de se rendre compte qu'on n'a pas tout vu, qu'on moi je sais que c'est pas forcément que je l'ai pas forcément vu, c'est surtout que je voulais pas le voir. Quand c'est trop douloureux pour moi, certaines émotions, j'ai tendance à fuir ou à les dédramatiser. C'est de pour ça aussi que je souris tout le temps, que je suis énormément tournée vers l'humour, qu'on m'entendra très peu de fois parler, de mes problèmes. Genre, je peux raconter ma vie mais à mes amis, mais parler de mes problèmes profonds, c'est assez délicat, je le fais pas souvent ou pas avec tout le monde. Parce que j'ai tendance à fuir, j'ai tendance à être dans le déni par peur des émotions, par peur d'affronter la chose et du coup, ça m'a fait passer à côté de combats essentiels. Hem, on pourra pas rattraper le temps qui est passé. Si ça vous est arrivé, sachez-le. Ça sert à rien de se culpabiliser, on pourra pas rattraper ce qui a été fait, le passé est le passé. Ce qu'on peut faire, c'est à l'avenir faire plus attention à ça, c'est être plus présent à l'avenir. C'est se pardonner aussi, d'avoir agi comme ça. C'est humain, on fait tous des erreurs, faut être indulgent avec soi. C'est pas facile, mais soyez indulgent avec vous-même si ça vous est arrivé. Vraiment, vraiment. Soyez indulgent. Je sais pas si vous l'entendez au micro, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis peu. Enfin, je l'avais déjà réalisé un peu, mais il y a pas mal de choses qui se sont accumulées où je me suis rendu compte que vraiment pour ceux qui méritaient le plus, j'avais pas été là. Je pensais avoir été là, mais je l'avais pas vraiment été. Parce qu'en fait, je pense que j'ai eu peur de mes propres émotions et c'est hyper égoïste que là, je vous parle de mes émotions alors que ces gens-là ont enfin, les gens pour qui j'ai pas été là ont vécu des choses, pires et parce que en fait, j'avais peur de souffrir, bah, je voulais pas les soutenir. C'est complètement égoïste quand on y réfléchit parce que j'ai voulu privilégier mes propres émotions plutôt qu'être là pour ceux qui le méritaient et qui sont toujours là pour moi tout le temps. Mais, mais voilà, c'est égoïste, mais c'est nos schémas de protection et donc ne serait-ce que parce que c'est des schémas de protection qui sont là pour nous protéger, faut être indulgent avec soi et ne pas se traiter d'égoïste. Parce que on veut juste au fond se protéger. En tout cas, voilà, mon bilan, un peu du mois de janvier. Hem, je vous invite vraiment à faire la même chose, de vous poser sur votre vie, sur ce qui se passe, plutôt que vivre la vie et puis se poser dans 5 ans, 1 an, 10 ans et se rendre compte que on aurait peut-être pu changer ça, travailler sur ça à ce moment-là ou se rendre compte plus des choses. On se rend compte des choses toujours quand c'est trop tard, mais il faut s'en rendre compte au bon moment, c'est ça serait bien. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast juste à la fin et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que je sais pas du tout ce que ce type de concept peut vous enfin, si vous aimez bien, si vous aimez pas, est-ce que vous voulez que je continue ou pas? Soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça avec le micro et puis, en tout cas, bah, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.